Pour le branding pur, le but c'est la répétition parce que les connexions neuronales se font par la répétition. Et si tu maîtrises pas ça, si tu n'as pas travaillé ça, tu as un branding qui va te mettre des bâtons dans les roues en fait. Par rapport au marché, comment faire en sorte de se différencier radicalement? Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se différencier radicalement. J'ai été étudiant fauché, aujourd'hui je suis millionnaire. Donc si vous êtes étudiant fauché, je vais vous montrer comment faire. La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Scalesia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go. Salut à tous, on se retrouve. Alors je sais même pas sur quelle chaîne ce sera, si ce sera sur ma chaîne ou sur la chaîne de Scalesia. Je suis Benoît Dubos et je suis super content aujourd'hui de recevoir Yann. Alors là, on rompt le quatrième mur directement, on sort de 3 heures de tournage pour une vidéo pour sa chaîne. Et on s'est dit, on a le temps, il faut absolument qu'on prenne un moment pour parler d'un sujet dont on parle bien trop peu, du manière générale en entrepreneuriat, mais aussi en marketing. Et pourtant, c'est un sujet qui est fondamental en fait et qui peut vraiment changer énormément de choses et avoir un impact assez considérable. C'est celui du branding. Alors vous allez voir, on va pas mal bifurquer, mais avant toute chose, j'aimerais qu'on pose un petit peu une blueprint, on pose une méthodologie standard sur comment développer une image de marque forte et poser vraiment les jalons essentiels, quoi. Mais comment ça va, Yann? Eh ben, enchanté. Bonjour, Benoît. Enchanté. C'est la toute première fois qu'on se parle. Non, plus sérieusement, ouais, on sort de 3 heures de tournage. Ça fait un moment qu'on fait du contenu, mais c'est la première fois qu'on se voit déjà en présentiel ensemble et qu'on fait du contenu en live ensemble en plateau. Et donc je suis super content de te recevoir. Comme je t'ai dit, en fait, je vais laisser les gens se présenter, mais pour moi c'était élémentaire qu'on prenne un moment ensemble pour parler du branding parce que c'est un de tes sujets. Mais ouais. Comment tu te présentes? En fait, je me présente toujours comme consultant growth marketing. C'est juste que dans ma recherche toujours de m'améliorer sur la partie growth marketing, dans mon parcours, j'ai fini par identifier le branding comme étant un élément différenciant qui va créer des leviers de croissance. Et du coup, en fait, j'englobe le branding dans ce que je peux amener comme valeur en tant que consultant growth marketing. C'est-à-dire que growth marketing, ça va être modéliser un petit peu la croissance d'une activité et voir où sont les leviers de croissance. Et bien souvent, en fait, c'est plus ça relève plus d'identifier où sont les leviers de décroissance, en fait. Et c'est qu'au lieu d'identifier les leviers de croissance et les optimiser, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir là où ça déconne le plus rapidement possible. Donc la rétention, des trucs comme ça. Et souvent, quand j'arrive, le problème principal vient du fait qu'ils ont un branding, mais qui est mauvais. Et quand je dis ils ont un branding, je dis pas qu'ils ont travaillé un branding, je dis qu'ils n'ont pas de branding et ils pensent qu'ils n'en ont pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le branding étant la perception que les gens ils ont de toi, de ta marque, tu peux pas empêcher les gens d'avoir une perception. Et pour le coup, si tu dis je ferai pas de branding, je le ferai plus tard parce que ça te semble pas important, t'en fais quand même. Et c'est juste que tu brouilles le message que tu envoies parce que t'as le message que tu délivres et t'as le message perçu. Et si tu ne maîtrises pas ça, si tu n'as pas travaillé ça, tu as un branding qui est juste inintelligible et qui va te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Et qui va faire que, du coup, tu vas pas toucher les gens comme tu aurais pu les toucher. Et ça va avoir plein d'impact sur tous tes éléments de croissance, en fait, mécanique. Donc, finalement, moi, je reste sur la partie growth marketing. C'est juste que des fois, je me rends compte que la priorité, c'est le branding et c'est pas des optimisations mécaniques, quoi. Et donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que le branding, soit on bosse dessus, soit on le subit. C'est ça. Ouais. On dit qu'on a toujours une image de marque, quoi qu'il arrive. Mais c'est quoi les composantes, en fait, de cette image de marque-là, du branding? Genre, vraiment les composantes clés. Alors, moi, j'utilise un outil qui s'appelle MVB, qui permet un petit peu de rendre ça plus simple. Parce qu'on connaît les plateformes de marque qui sont des trucs assez conséquents. Là, Minimum Viable Brand, c'est vraiment un condensé de ce que tu dois travailler si tu veux vraiment essayer de maîtriser un minimum ce que les gens perçoivent de toi. Et du coup, typiquement, on va avoir des valeurs, des ennemis, genre qu'est-ce qui te
qui te fait passer à l'action, quoi, en gros. Qui peut être matériel ou pas, ou une personne ou pas nécessairement, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en fait très souvent, en fait, on va être plutôt, on va pas être sur des ennemis nommés. On va être sur un statu quo, un paradigme, quelque chose d'existant, enfin qu'on a envie de challenger. Okay. Et tant qu'à faire, on va faire en sorte que l'audience qu'on cible, bah elle aussi, elle se sente concernée par aller challenger cet ennemi-là, quoi. Okay. Et du coup, on va développer des armes qui sont vraiment, on va dire souvent, ça va être des valeurs en action ou des process ou des méthodes qui vont se combattre les ennemis. Tu vois, par exemple, si on parle de la marque Asphalt, qui a donc l'intention d'être, on le comprend, hein, même s'ils l'ont jamais exprimé comme ça, mais qui a l'intention d'être super transparente, accessible et tout ça. Mais en fait, leur process de précommande, qui consiste à commencer par envoyer un questionnaire en disant qu'est-ce que tu as envie, tu veux un slip de bain ou tu veux un Marcel, et que du coup faire participer les gens même dans le choix de la création du produit. Et ben en fait ça c'est une arme, parce que ça va être la valeur transparente en action quasiment dans un process, tu vois. Donc t'as des armes pour combattre les ennemis, et puis après t'as une mission. Quelle est la mission de ta marque, une tonalité et une apparence qui découlent directement des valeurs et de ta mission, quoi. Ok. Et donc en gros, vraiment le branding, c'est pas seulement ce que tu sais, on a cette image très préconçue et erronée en fait, très superficielle de ce qu'est le branding, c'est-à-dire en gros le branding c'est quoi? C'est le logo, c'est les couleurs qu'on va utiliser sur son site, c'est éventuellement la police. Ça peut être un pitch deck, quelques slides qui vont expliquer de façon un peu bullshit et de façon très nébuleuse ce qu'est la marque, etc. Mais quelque chose de très théorique que personne ne va appliquer et intelligibiliser au quotidien dans la boîte ou à l'extérieur. En fait, le branding t'explique que non, c'est vraiment le lien qui va permettre d'articuler jusqu'aux activités même de la boîte et à ses choix stratégiques, ses choix produits et ainsi de suite. C'est très central dans la stratégie business même, puisque en fait, à partir du moment où tu as créé une sorte de ligne directrice comme ça, qui va être à un niveau supérieur. Alors en fait, j'ai pas évoqué ça, mais très souvent, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un MVP et on va avoir un golden circle. C'est-à-dire que c'est l'histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire que le MVP, c'est le cahier des charges. Et le golden circle, donc le why, how et what, c'est-à-dire qu'on commence pas par parler de ce qu'on vend, mais on parle de pourquoi on fait les choses, on explique comment on compte faire, et après, une fois que les gens sont embarqués dans l'histoire qu'on raconte, on leur propose ce qu'on va vendre. Ben ça, ce document-là, c'est un peu la ligne directrice qui permet de prendre un peu de hauteur et qui permet du coup de venir articuler toutes sortes de nouveaux watts en fait. C'est-à-dire que là, tu as ton watt actuel que tu vends, mais si tu as réussi à prendre vachement de hauteur sur ta mission de marque et sur ta vision, parce que là, en fait, finalement, la mission vient s'articuler avec le Golden Circle. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais. La mission, ça représente le comment de ton Golden Circle, et en fait, le pourquoi, c'est ta vision. Et du coup, tu peux avoir des trucs super, même un peu trop élevés. Tu vois, par exemple, Patagonia, leur vision, c'est sauver le monde. Voilà, texto, je triche même pas, tu vas sur leur site, ils te disent, notre vision, c'est sauver le monde. On est sur un truc qui a pris beaucoup de hauteur, tu vois, et techniquement, vendre un kawaii pour aller faire du trekking, c'est un watt, mais ils peuvent potentiellement avoir beaucoup d'autres watts. Ils peuvent décliner leur écosystème en suivant cette ligne directrice. Et ça peut donner lieu à découvrir finalement des produits potentiellement monétisables. Ils peuvent être des leviers de croissance en termes de revenus. Tu vois, par exemple, Guillaume Moubèche, par exemple, que j'aime bien. De Lemlist, parce qu'il y en a des Français, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Alors, je saurais pas dire le niveau de branding qu'ils avaient, mais en très gros, ce qu'ils faisaient, c'est que ils faisaient un peu de démocratisation, de l'outreach de façon générale, et de la portée, on va dire. Donc, comment toucher les gens. Et du coup, ils avaient donc un outil qu'ils vendaient. Après, ils avaient un groupe Facebook pour que les gens puissent discuter entre eux, se donner leurs bonnes pratiques, tout ça. Et en fait, ils se sont juste posés, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce qu'on pourrait articuler comme autre watt qui serait cohérent avec notre truc. Et effectivement, quand on a une vision juste sur je vends un outil de cold emailing, bah finalement, on reste très focus là-dessus. Si on prend de la hauteur et qu'on se dit, en fait, moi, j'aide les gens à dans la portée de façon générale, dans le fait de toucher leur audience de façon très large, en fait, venir créer un truc qui s'appelle l'Empod,
qui était un petit add-on qui permet de trichouiller, on va dire, avec l'algo LinkedIn et d'avoir plus de portée pour des gens qui, en fait, sont sur un truc multicanal où ils ont besoin d'avoir de l'outbound par MP LinkedIn, de l'outbound par email, et d'avoir une stratégie de contenu qui va venir sous le nez de leurs prospects régulièrement comme ça. Et ça devient cohérent, tu vois. Et ça permet, du coup, la ligne directrice, ça permet de faire émerger des watts potentiels. Donc ça permet en gros de poser les bases d'un futur écosystème de marque où tu vas pouvoir faire cohabiter différents produits, différents watts en fait, qui de prime abord n'ont pas l'air d'avoir grand chose à voir, mais qui sont liés justement par ce why global en fait, qui peut être par exemple d'aider les gens à être plus performants. Être plus performant, ça veut dire que tu peux leur vendre de la formation, de l'accompagnement, du coaching, mais tu peux leur vendre aussi, je sais pas, des compléments alimentaires, tu peux leur vendre tout un tas de choses qui vont justement rejoindre en fait cette vision cardinale, quoi. C'est la cohérence. C'est ça qui maintient la cohérence dans tous les futurs développements. Et il y a un autre élément, du branding, d'une image de marque en fait, c'est la réputation. Finalement, c'est parce que la réputation, c'est quoi? C'est ce que les gens vont dire de toi, non seulement quand t'es pas dans la pièce, donc en nature. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'ils comprennent ce que tu as envie de leur transmettre? Est-ce que c'est homogène d'une personne à l'autre? Donc ça, c'est le travail sur le branding, mais tu as aussi ce travail-là sur la sémantique, la qualité de ce que les gens vont dire, du feedback qu'ils vont donner de toi. Donc est-ce qu'ils en parlent en bien ou en mal? Donc là, c'est là qu'on voit aussi que le produit est quand même très lié à ce que tu fais, donc à la qualité de ton produit, à la qualité de la valeur que tu vas délivrer aux gens, quoi. Et donc c'est là qu'on a compris l'intérêt du branding, mais je sais pas, t'as des chiffres ou pas qui permettent de quantifier je sais pas le potentiel de croissance d'une boîte avec versus sans branding? Alors, il se trouve que pendant très longtemps, j'ai été embêté par la question c'est quoi le ROI du branding. En fait, moi je l'avais vérifié par moi-même. J'avais vu effectivement que j'avais modélisé la croissance d'une activité et qu'en faisant un rebranding, je m'étais rendu compte que mes taux de passage, soit en acquisition, en activation, qu'il y avait plus de rétention, que les gens ils recommandaient plus et tout ça, que tout avait augmenté. Donc à part l'expérience pendant longtemps, j'étais un peu bloqué. C'est-à-dire que c'était plus genre en fait ça relève plus de la conviction qu'autre chose et de la logique. C'est-à-dire en fait effectivement si tu as un branding qui touche aux émotions, logiquement, ça paraît évident que tu vas avoir plus d'engagement et le plus d'engagement va se répercuter sur ta capacité à avoir des taux de clics plus importants, d'avoir des gens qui vont faire plus d'efforts pour s'activer et avoir des gens qui vont rester plus longtemps en connexion avec toi et qui vont recommander plus fort, tu vois. Donc ça paraît logique, tu vois, mais j'avais pas de preuves. Et en fait, il y a une étude qui a été faite d'un institut anglais. C'est un institut qui une sorte de club des entrepreneurs, des marques, comme ça, à Londres. Et en fait, il y a plein de marques qui jouent le jeu, qui donnent leur data. Et ça fait genre 50 ans que ça existe. Et donc, ils ont fait une étude, genre entre 1996 et 2016, de l'impact du brand building. Donc, les marques qui ont travaillé leur branding et qui ont fait un travail d'optimisation mécanique, de vente, de sales activation, ils appellent ça comme ça. Et ceux qui ont fait que ça et ceux qui ont fait les deux, sales activation et brand building. Et en fait, ils ont synthétisé toutes les datas et en fait, t'as des courbes de fou. En fait, entre les gens qui ont des coûts de sales activation, ça fait comme ça, où finalement, en fait, leur impact est proportionnel à l'effort qu'ils fournissent. Et tout le temps, ça se reproduit. En fait, ils sont obligés tout le temps de remettre autant d'efforts pour avoir l'impact. Et avec brand building, en fait, c'est ça grossit doucement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 6 premiers mois, c'est un peu comme le SEO, tu vois, il y a une phase où tu vois rien. Et sur ce graphique-là, au bout de 6 mois, ça commence à dépasser l'impact juste de la sales activation seule. Okay. Et donc, du coup, moi, quand on me demande c'est quoi le ROI du branding, j'envoie cette étude qui s'appelle Media in Focus. Ça a été fait par 2 stars marketeurs anglaises. Donc, il y a Peter Field et je me souviens plus du nom de l'autre, qui ont eu accès à ces datas de cet organisme-là. Donc, c'est la preuve la plus concrète que j'ai à fournir. Mais alors, elle est édifiante en fait.
Et elle est différente, elle permet de comprendre, je pense, en gros, le gros talon d'Achille du branding, mais en même temps, sa plus grosse opportunité, c'est que ça s'ancre sur deux mécaniques qui sont l'effet cumulé, et en même temps la gratification différée. C'est-à-dire que le branding, ça prend du temps à se mettre en place. Au début, c'est compliqué de quantifier les retours qu'on va avoir, qu'on va en retirer, parce que justement ça se structure pas du tout de la même manière, comme tu l'as dit, que de la sales activation où tu t'appelles ton prospect et t'envoies un email, potentiellement tu vas avoir un client dans la foulée. Non, c'est quelque chose qui prend du temps parce que c'est un travail écosystémique. Mais par contre, tu vas avoir un effet cumulé qui va s'amplifier, qui va pouvoir créer une vraie exponentielle sur la durée, avec des retours toujours plus intéressants à mesure que le temps passe, quoi. Versus la sales activation où t'as pas de pérennité, en fait. Comme tu l'as dit, t'arrêtes de bosser, il se passe plus rien. Et la grosse difficulté du branding, c'est que justement, vu que ça s'ancre sur le temps long, c'est très compliqué. C'est très très compliqué de jouer avec son besoin, le besoin du cerveau humain, d'avoir une gratification instantanée, d'avoir un retour rapide sur ses actions. Ouais. Là, tu parles des biais des gens qui ne veulent pas se lancer dans le branding. Des biais des gens, des biais des gens qui veulent pas se lancer dans le branding. Pourquoi? Justement, à cause de ça et à cause du fait que oui, le branding, c'est quelque chose qui prend du temps et en gros, plus tu joues à long terme, plus t'en retires les bénéfices. Mais si tu joues sur une échelle de temps courte, en fait, ce qu'il faut comprendre pour vraiment simplifier le truc et qu'on sorte de l'aspect conviction, c'est comprendre que les gens qui achètent, et c'est bien qu'on parle de sales activation et de brand building, c'est que les gens qui achètent, en fait, il faut qu'ils pensent à vous comme étant la marque idéale dans leur job to be done. On va pas rentrer forcément dans le détail du job to be done, mais que ce soit un truc très factuel ou émotionnellement très ancré, ils ont un job to be done. Et en fait, il faut qu'ils pensent à vous. Et c'est là où il y a la sales activation qui rentre, c'est qu'en fait, du coup, si vous voulez qu'ils pensent à vous, il faut que vous arriviez au moment où ils auront besoin avec votre sales activation. Le brand building, c'est créer des associations d'idées dans le cerveau des gens entre soit une catégorie marketing, soit un attribut. Un attribut qui, on en reparlera, je pense, peut créer une sorte de sous-catégorie dans une catégorie marketing. Qui va faire en sorte que quand ils pensent à ce truc-là, ils imaginent immédiatement le truc qui est associé dans leur système neuronal, tu vois. C'est très très scientifique comme truc. Et le brand building va justement permettre de créer ces liens neuronaux qui vont penser à vous en dehors de votre sales activation. Par exemple, courir vite, ça va être Nike. Manger vite, ça va être McDo. Par exemple, je donne des exemples comme ça très triviaux, mais c'est pour montrer que oui, effectivement, tu vas te positionner sur des terminologies très précises auxquelles le cerveau de ton audience va réagir. Par exemple, donne-moi une marque d'eau pour maigrir. Je l'ai. C'est quoi? C'est Contrex. Exactement. Il y a Épar aussi. Alors, tu vois... Tu m'aurais dit eau dégueu, j'aurais dit... De l'eau dégueu, il n'y avait pas, effectivement. Mais de l'eau pour maigrir, Contrex. Ça, c'est un truc, évidemment, Contrex ne fait pas plus maigrir que les autres. C'est juste du branding. C'est un truc qu'ils ont réussi à créer dans notre tête. Un régime, au Contrex. Et ça, c'est du brand building. S'ils étaient juste en train de faire de la pub, genre, vous avez la Contrex moins chère, machin, en fait, on n'aurait jamais pensé à Contrex au moment où on fait un régime. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce cas d'étude parce que on se retrouve même dans l'esthétique de la bouteille, qui va faire une continuité avec leur logo, etc., avec la bouteille qui une silhouette, une silhouette qui évoque une silhouette. Il se trouve que il target les femmes qui font un régime. C'est-à-dire qu'en fait, un homme qui fait un régime va pas penser à Contrex parce qu'il pense d'ailleurs que c'est pour les femmes, parce qu'il y a un bouchon rose, en fait. Et c'est là qu'on retrouve cette idée de radicalité, mais aussi peut-être cette autre chose cet autre élément qu'on pourrait ajouter au Golden Circle. Ce que j'ai compris, c'est le who, en fait. Oui. À qui tu t'adresses. Alors, ouais, c'est comme ça que je travaille, effectivement. Alors, non, je parle, le who, alors c'est encore autre chose. C'est justement pour moi, c'est un travail préliminaire avant d'arriver au MVP. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te poses sur le MVP, tu te mets pas là en train de dire c'est quoi mes valeurs en mode hors sol. C'est-à-dire que les gens qui font du branding, souvent ils font ça. C'est un peu comme quand ils font leur persona, ils les font un peu genre ouais, je pense que c'est ça, voilà, ils sont un peu hors sol. Et puis ils partent sur des valeurs qui sont pas applicables, tu vois.
Et donc, c'est une valeur, elle est importante à exprimer. Si il existe d'autres marques ou d'autres acteurs qui jouent la carte opposée, enfin qui jouent l'attribut opposé. Sinon, c'est bien, mais ça t'aide pas à te positionner en fait. C'est-à-dire qu'une valeur a de sens que si ça t'aide à te positionner. L'exemple radical en fait dont l'opposé est valide. Dont l'opposé existe. Le fameux exemple de la bienveillance. Le nombre de marques un peu éco-responsables qui disent que leur valeur c'est bienveillance. Ça sert, c'est sympa. C'est pour faire joli, mais ça sert à rien puisque personne dit qu'il est malveillant. Tu vois. Donc du coup, il y a cette idée-là que finalement il y a un travail préparatoire à faire pour arriver à ce MVP qui nous donne après le Golden Circle. Et moi, quand je te disais le où dans le Golden Circle, en fait, moi je pense qu'il faut commencer par qui, mais plutôt qui on est, parce qu'en fait le Golden Circle c'est juste notre histoire qu'on raconte, en espérant qu'on va embarquer les gens dans notre histoire pour que quand on leur présente le what, ils trouvent ça évident. Donc on commence par qui on est nous, en sachant qu'on a déjà fait au préalable le travail avant le MVP de qui sont eux. Et qui sont eux, ça se travaille en mode user research de la mort, tu vois. Et là, on est vraiment sur on peut partir de personas un peu nuls, du genre Jean-Claude 42 ans, le Valois Perret, 3 enfants. Mais à partir de là, on va essayer de comprendre les moteurs psychologiques. Et de là, une fois qu'on a trouvé un moteur psychologique, on l'extrait et pour moi, ça devient un archétype. Et c'est ça qui va m'intéresser vraiment. Ça va être de prendre un archétype et de se dire, bon, alors c'est quoi son arc narratif à lui, à cet archétype? C'est lui, il est le héros de sa quête à lui. Nous, on doit être le guide qui doit arriver pour l'aider dans sa quête. Et du coup, c'est là qu'on commence à creuser sur la partie, c'est quoi son problème, mais c'est quoi son problème émotionnel inavouable. Et donc là, on va aller gratter dans la pyramide de Maslow, les statuts. Est-ce que, parce qu'on l'a évoqué, cette partie du jeu des statuts qui est hyper importante. Est-ce que on veut, parce que finalement, il y a beaucoup de prises de décision qui sont liées à notre recherche de statut. Est-ce qu'on veut briller, écraser les autres? Est-ce qu'on se sent en insécurité? Est-ce qu'on veut renforcer notre statut par rapport aux autres? Enfin, il y a tout ça qui doit être trouvé. Et ça se fait soit avec une connaissance hyper pointue de l'audience, et très souvent des business de gens qui font un truc pour une audience à laquelle ils appartenaient, c'est les plus simples. Parce que du coup, comme ils étaient eux-mêmes l'audience, du coup, ça paraît évident, parce qu'ils ont tout compris déjà. Sinon, c'est user research, vraiment. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une équipe de sales qui travaille les gens depuis 5 ans et qui les connaît par cœur et qui sont capables de répondre aux questions, en ce cas-là, il faut refaire de la user research, essayer de comprendre quelles sont les vraies menaces, qu'est-ce qui déclenche leur passage à l'action. C'est hyper important. C'est entre ta menace, on est tous sous plein de menaces, mais entre le moment où on est sous une menace et on passe à l'action, c'est que la menace est devenue tangible, réelle. Donc, faut comprendre ce qui a déclenché, comprendre où est-ce qu'on était quand on a déclenché, tu vois. C'est hyper important de comprendre sur quel canal il se trouvait. Enfin, ça peut être important. Et une fois qu'on a compris tout ça, c'est là où on va venir faire matcher avec l'ADN de la boîte, l'ADN des fondateurs. Parce qu'en fait, on pourrait se dire, voilà, on a compris ça, on va leur inventer une fausse histoire, une fausse ADN avec un acteur qui va jouer le fondateur. Mais je pense que c'est pas jouable, en fait. Sur le long terme, tu peux pas faire ça. Je sais parce que j'ai déjà essayé. C'est pas tenable du tout. Et donc, en fait, le seul et unique solution, c'est de partir de l'ADN existant, exhaustif, de lister tout ce qu'il y a dans l'ADN exhaustif, tout ce qui est dans les valeurs, dans les moteurs psychologiques, dans la culture de l'entreprise et tout ça. Et une fois qu'on a compris ce que les gens y veulent et comment on peut les toucher, là, on va piocher dans l'ADN exhaustif pour faire l'ADN utile. Et c'est là qu'on répond aux questions du MVP et c'est là qu'on crée après, par la suite, l'histoire du Golden Circle. Donc, en gros, si imaginons que, imaginons qu'on fasse un travail scénaristique, on écrit le scénario d'un film. En gros, le héros du film, le protagoniste, c'est notre client idéal qu'on va définir. Donc, comme un script, en fait, on va faire son portrait robot, on va faire limite sa biographie, etc. L'objectif, c'est de comprendre, de le connaître un maximum dans sa psychologie, dans sa biographie, etc., son âge, etc. Mais beaucoup plus intéressant de s'intéresser à sa psychologie. Ouais, les aspects psychographiques plus que démographiques. Exactement. Et souvent, les personnages vont avoir tendance à se perdre un petit peu dans ces notions démographiques qui sont très mouvantes et qui sont finalement assez plastiques et pas très intéressantes. Et ensuite, l'idée, c'est de se dire, OK, c'est quoi sa quête? C'est-à-dire, quelle est la résolution de ce scénario? Genre, c'est quoi l'aboutissement? C'est quoi la scène de fin du film?
Donc là, quel est son point de départ et vers quel point B en fait on cherche à l'amener. Et après, une fois qu'on a défini ce point-là, si j'ai bien compris, on va jalonner les différentes étapes. Alors en fait, c'est plutôt vers quel point B il veut aller. Ouais, c'est ça. Et nous, en fait, une fois qu'on a compris où il veut aller, c'est là où on va se dire, bon, bah, de quelle façon je peux venir m'intégrer dans son parcours pour apparaître comme le guide idéal, quoi. Et il faut jalonner donc son parcours. Jalonner donc pour comprendre ce qu'on appelle la customer journey aussi. Ouais. Alors ça pour moi, la customer journey, c'est vraiment niveau expérience et c'est limite une autre expression de ton branding. C'est-à-dire qu'en fait, ton MVP c'est ton cahier des charges. Donc finalement, quand après par la suite tu développes l'expérience client ou utilisateur, tu dois la développer en fonction du cahier des charges, tu vois. Donc en fait, l'expérience doit correspondre au cahier des charges pour qu'ils ils perçoivent tous les éléments du branding que tu as envie de mettre. Ok. Et quand tu disais se positionner comme guide, en fait, t'as différentes typologies de guides en fait, j'imagine, de ce que je comprends. Donc par exemple, tu peux très bien être le sidekick, donc qui accompagne avec proximité ton client idéal. Tu peux très bien être le Gandalf qui va se positionner plutôt en hauteur, etc. Et t'as le modèle aussi. T'as ceux qui vont dire j'étais comme vous. C'est quoi la phrase? J'ai été étudiant fauché, aujourd'hui je suis millionnaire. Mm-hmm. Donc si vous êtes étudiant fauché, je vais vous montrer comment faire. Ça, c'est la fusion des arcs narratifs. C'est une autre façon d'être le guide. Et que tu dois aligner, encore une fois, comme tu l'as dit, avec l'histoire des fondateurs de la boîte pour que ce soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent. Ouais. Cohérence et sincérité. En fait, t'as pas le choix. En fait, tu peux pas tricher, malheureusement. Tu peux pas tricher, c'est pas possible en fait. C'est un truc qui ne tiendra pas sur le long terme. Et en plus, ça a des impacts. C'est-à-dire que la construction d'un branding sur un vrai ADN, c'est hyper puissant en termes justement de fierté des fondateurs à incarner le truc. Du coup, en fait, tu vas bénéficier d'un engagement supérieur des fondateurs et de l'équipe. Ça va jouer sur ta marque employeur, qui va faire que ça va attirer tous les gens qui se reconnaissent là-dedans et qui veulent être porte-étendard. Donc du coup, tu as moins de turnover, tu as des fondateurs plus impliqués qui finalement voient leur boîte comme une extension de leur identité. Donc du coup, ils vont être encore plus impliqués dans le truc. Ça a des impacts énormes en termes business. C'est-à-dire que on parle souvent de growth, genre vas-y, parle-moi d'acquisition, des trucs comme ça. Moi, à ma connaissance, un branding de merde avec des employés qui sont pas fiers du tout d'y travailler et qui veulent juste se barrer et que ça te fait un turnover de fou où tu passes ton temps à reformer des gens, ça a bien plus d'impact sur ta croissance que le fait que tu n'utilises pas le bon canal d'acquisition, quoi. Mais t'as une vraie symétrie entre l'interne et l'externe dans une boîte. Ouais, et ça, personne n'en parle. Ouais. Vraiment, personne n'en parle. C'est exactement, moi, ce que je dis à toutes les boîtes qu'on accompagne, c'est vraiment considérer vos salariés, les gens qui sont dans votre boîte comme des clients. Avec le même parcours, faites une customer journey, exactement la même chose. Trouvez votre art. Mais limite, c'est exactement ça. Limite, il faut en fait trouver un branding qui va toucher aux émotions des clients et qui va toucher aussi aux émotions des employés pour que eux-mêmes ils aient un engagement supérieur et alors c'est un peu moi je vais dire ça, mais un rendement maximum, quoi. Et donc en fait, t'as une vraie porosité en fait entre ce qu'on va appeler la culture d'entreprise, la culture et le branding. En fait, le branding c'est limite créer son propre mouvement culturel au final. Ouais. Ok. Et donc si on devait traduire ça en bon français, ça serait du culture design en fait quelque part. Je sais pas si culture design c'est bien comme français, mais coucou aux copains de Simono. Mais ce serait là en gros de créer un mouvement culturel limite autour de son projet. Ouais, en fait, et là on en vient un petit peu on en a parlé en dehors de cette interview, mais on voit que les trucs qui créent le plus d'engagement aujourd'hui, c'est de créer des brandings qui sont à la limite associés à des projets sociétaux, des projets de vie, que tout le monde se batte contre un même ennemi, le changement de paradigme, tout ça, ça devient des limites des projets politiques. Et du coup, qui dit projet politique, souvent dit incarnation par une personne qui va pouvoir fédérer tout ça, que ce soit les équipes en interne ou la communauté, l'audience et tout ça. Et c'est là que vient le levier de personal branding
qui va venir s'articuler avec tout ça. Et souvent, on me demande, est-ce que c'est nécessaire vraiment d'incarner, j'ai pas envie, truc ça. Je dis juste, j'explique le truc, et après, je dis, vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Si vraiment vous êtes hyper timide, tout ça, bon, bah, voilà, tant pis, vous allez faire une croix sur un levier de croissance potentiel. Mais c'est un levier de croissance. Si vous pouvez le jouer, jouez-le, parce que ça s'intègre parfaitement dans cette nouvelle dynamique de stratégie marketing, stratégie de branding, avec l'incarnation de quelqu'un qui reprend l'analogie avec la politique de la personne qui va leader le changement de paradigme et tout ça, quoi. Et en plus de ça, si t'as bien fait ton travail de branding et que donc t'as dessiné quelque chose qui est avec lequel t'es sincèrement aligné et qui en plus de ça est cohérent, bah c'est facile à perpétuer. Pourquoi? Parce que c'est un prolongement de toi-même, finalement. Bah, exactement. C'est pour ça que faut pas tricher, parce que du coup c'est beaucoup plus simple à dérouler par la suite. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs, bah c'est un exemple que je ressors très souvent, mais on parle énormément d'Elon Musk en ce moment, mais tu regardes le nombre de followers d'Elon Musk sur Twitter, sur son compte, sur son profil à lui, versus ceux de SpaceX ou de Tesla, t'es sur un multiple de x4 x5, quoi. C'est assez monstrueux. Et ça, c'est un truc que tu vas retrouver avec chez tous les entrepreneurs qui ont un personal branding fort, en fait. Ouais. Et donc là, on en vient à un point, parce que là, tu parlais de levier finalement, le personal branding, ça va être un levier de diffusion de cette brand-là. Mais une fois que tu as dessiné, justement, les contours de ta marque, que tu as fait ce travail-là très matriciel du branding, comment est-ce que maintenant tu le diffuses? C'est quoi tes axes de travail? En fait, il y a deux façons. C'est soit tu payes avec de la pub, soit tu fais une stratégie de contenu. Le but, c'est la répétition. Pour le branding pur, le but c'est la répétition, parce que les connexions neuronales se font par la répétition. Donc, faut juste exposer, réexposer. Donc, typiquement, ce qui se faisait il y a 50 ans, c'était te défoncer en publicité, spammer, et tu finissais par te dire j'ai soif, Coca-Cola. Et en fait, il s'avère que les stratégies de contenu, c'est l'équivalent, puisque du coup, tu vas pouvoir exposer tes attributs de branding. Mais en plus de ça, ça a deux avantages. C'est que tu as plus d'espace pour raconter des histoires dans les stratégies de contenu. Et les histoires, c'est un mécanisme qui fait que on est plus réceptif. Et en fait, quand on te raconte des histoires, les connexions neuronales se font de façon plus puissante. Sur un espace publicitaire, tu as moins l'espace pour créer des histoires. Et surtout que les moyens de diffusion des stratégies de contenu aujourd'hui, c'est les plateformes sociales qui ont des algorithmes qui nous permettent d'envisager chaque compte d'un réseau social comme une entité à part entière qui peut grossir d'elle-même, notamment avec un art indépendant. C'est-à-dire que si on pense à un écosystème dont tu as ton art de ta boîte, et en fait ton compte Instagram ou ton compte LinkedIn, il a son propre art, et en fait tu pourrais théoriquement séparer les activités et même vivre de revenus sur chacun des trucs. C'est-à-dire que ta newsletter, tu pourrais la faire payante, ton compte Insta, tu pourrais faire des placements de produits, et tu pourrais faire des posts sponsorisés sur LinkedIn, tu vois. C'est des trucs qui sont monétisables. Mais tu peux décider de dire, voilà, le revenu, le R de revenu sur ces trucs-là, je vais pas m'en servir, je vais juste m'en servir pour alimenter mon art principal et diffuser ma stratégie de contenu. Donc en fait, à chaque fois que tu vas balancer un contenu, avec une stratégie de contenu, tu vas pouvoir, dans l'état actuel des choses, induire ton branding. Donc, c'est quand même la base. C'est comment tu peux exposer ton branding. Et deuxièmement, tu vas pouvoir placer des objectifs d'optimisation mécanique de ta croissance. C'est-à-dire que faire une story Insta avec un quiz, c'est de la rétention. Parce que du coup, comme les gens, ils vont cliquer sur le quiz, tu t'assures qu'ils verront ta prochaine story. C'est de la rétention. Une newsletter, c'est de la rétention. Un concours, c'est où tu dois taguer deux de tes amis, c'est du referral. Si je fais une vidéo sur YouTube hyper putaclic, en fait, je vais vouloir me faire découvrir par des nouvelles personnes. En fait, tu vas pouvoir placer un objectif d'induction du branding et un objectif d'optimisation mécanique, growth marketing. Et donc, du coup, tu te retrouves à un truc qui est bien plus puissant que de la publicité, en fait. Et là, tu crées encore une fois cette exponentielle, etc. Et tu sors de ce truc-là, de cette approche, de cette problématique de l'ADS, du pay, de la pub, ouais. Qui va être le même que le sales activation qu'on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient
plus forcément hyper rentable de faire de la pub juste pour la brand. Dans ce cas-là, ce qui reste à la pub, c'est la sales activation. Moi, j'aimerais bien qu'on conclue là en retraçant un petit peu les différentes étapes. Donc, un petit exercice de pensée. Je suis le fondateur d'une boîte. On est 3 cofondateurs et on a un produit. On va attaquer notre go-to-market. On a trouvé une audience. On est à peu près sûr. On n'a pas encore un product market fit complètement établi, mais en tout cas, on sait à qui on s'adresse. On a une bonne compréhension du problème. On a encore plein d'autres choses à faire, mais par contre, on a compris que dans notre go-to-market, il nous fallait absolument une marque, un branding fort, mais on n'y connaît rien. Comment on peut attaquer le truc? Alors là, tu as rajouté une difficulté de taille qui est le product market fit. Ouais. Et ça, c'est un problème, vraiment, parce que, d'accord. En fait, la définition du product market fit est tellement floue que, en fait, moi, je préfère parler de product market fit suffisant. Voilà. En fait, des trucs où on dit, toi, tu vas voir quand t'as un product market fit, la terre elle tremble, machin. Évidemment, c'est des conneries. C'est des trucs qui sont valables que pour certaines boîtes. Je t'en rejoins complètement. Et qui ont été poussés pendant des années par des gens qui avaient l'intention que tout le monde essaie de devenir une licorne. Et principalement des incubateurs, que ce soit dans la Silicon Valley ou ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, si je veux te pousser à devenir une licorne, je vais te dire que c'est ça, tu vois. Et je vais te dire que si t'as pas la terre qui tremble, c'est pas un product market fit. Maintenant, en fait, le product market fit, c'est juste la phase, l'étape où tu te dis, bon, je vais arrêter de juste faire rentrer des gens dans mon expérience pour voir si c'est suffisamment viable pour essayer de faire de la croissance. Et tu dis, ça y est, bon, je passe à la croissance. Parce que tu as des indicateurs de satisfaction, tu as des indicateurs de encore une fois, c'est ça. Et encore une fois, c'est pas une vérité absolue. C'est-à-dire que il y a pas genre, voilà, si tu as tant de pourcents de conversion sur sa page, c'est bon, tu as un product market fit. En vrai, tu as plein d'outils qui existent. Il y a notamment la PMF Survey de Sean Ellis. Ouais, de Raoul Vora aussi. Ouais, en fait, il y a plein de petits outils que tu peux utiliser pour t'apporter de la data si t'es pas rassuré. Mais finalement, ce qui va décider si tu passes ou non à la phase de croissance, c'est toi, en fait. C'est ton instinct, en vrai. Donc, en fait, on peut pas enlever l'instinct de la décision de dire oui, j'ai un product market fit. Et les gens qui disent, si tu te poses la question, c'est que t'en as surtout pas. Vas-y, ferme-la. On en a marre de ces trucs-là. Ça induit en erreur tellement de monde que c'est vraiment un problème. Donc finalement, c'est juste la dialectique entre je pense que c'est ok, j'ai un PMF, je fais de la phase de croissance. Et c'est juste que si tu passes en phase de croissance, c'est pas irréversible. Si à un moment ta croissance elle fonctionne pas, c'est peut-être parce que tu as un problème sur ton product market fit, et là tu reviens en arrière et tu te remets en phase pré-PMF où tu refais un flux constant d'utilisateurs, tu regardes ce qui se passe et tu recommences. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas, c'est pas de leur faute, c'est qu'on leur a tellement dit que c'était un truc binaire, ils pensent qu'une fois qu'ils l'ont, c'est bon. Il y a plein d'exemples de boîtes qui pensaient qu'ils avaient un PMF et en fait ils étaient sur une niche de early adopter, et quand ils ont essayé de crossing the chasm et passer sur du mainstream, il y avait plus personne, tu vois. Et du coup, en fait, il faut reconnaître que tu as perdu ton PMF et qu'il faut revenir en arrière, en fait. Et si tu veux toucher une audience plus large. Donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, le branding, moi, dans ma découverte du branding, ça se passe après le PMF. C'est qu'en fait, j'ai été après PMF, j'ai essayé d'optimiser mes trucs, et là, je me dis, ok, je vais faire du branding. Mais en vrai, dans PM, Product Market Fit, il y a un produit qui s'adresse à une audience avec un message. Et dans le message, il y a le message que tu envoies et il y a le message qui est perçu. Et là, tu peux comprendre qu'en vrai, comme tu fais tout le temps du branding, même sans le savoir, il y a une partie de branding qui va se jouer dès le début, en fait. Okay. Même dans l'obtention du Product Market Fit. Donc, du coup, théoriquement, tu pourrais te retrouver à travailler le branding dès le début sur un truc qui est absolument pas viable parce que ton produit, c'est de la merde et personne n'en veut, tu vois. Donc, du coup, perdre un temps fou. Donc, moi, j'aurais quand même tendance à dire que il faut essayer d'avoir un PMF sur un branding non maîtrisé. Et quand on passe en phase de croissance, le branding devient un outil d'optimisation, tu vois. J'aurais tendance à dire ça. Okay. Mais ça se trouve, il y a des fois où, en fait, t'as pas eu un PMF parce que t'as eu un branding subi qui a fait que les gens ont pas compris ce que tu faisais, tu vois. Okay. Donc, c'est très touchy. Donc, moi, je vais faire abstraction du PMF. Je vais dire, voilà, si vous avez une boîte et vous voulez avoir un branding impactant, je vais partir là-dessus. Allez. Si ça te va. Parfait. Très simplement, tu commences par
lister l'ADN exhaustif. Ça, c'est le plus simple. Et là, je parle de jouer au psychologue. Donc, il faut quelqu'un qui te challenge, qui dise mais pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'étais bully quand t'étais à l'école et nanana, et les problèmes familiaux. On veut tout comprendre des moteurs psychologiques. Donc vraiment une anamnèse complète. Ouais. Ok. J'ai vu une interview récemment je crois que c'était Anthony Bourbon qui parlait que quand il creusait là-dedans, il mettait les gens dans une pièce et il les faisait chialer. Bah, c'est quasiment ça. Tu vois, il faut que les gens quand ils racontent leur histoire, il faut vraiment aller au fond des choses pour comprendre qu'est-ce qu'ils détestent chez leurs contemporains, qu'est-ce qu'ils trouvent scandaleux, enfin, vraiment quels sont leurs moteurs qui les mettent en action. Parce que c'est là-dedans qu'on va piocher. Quelles sont leurs valeurs identifiées et quelles sont les valeurs qu'ils n'ont pas vraiment identifiées mais que toi tu peux lire entre les lignes. Tu vois. Après, t'as la partie de l'autre côté qui est les archétypes. Et pour arriver aux archétypes, faut commencer par des personas. C'est vraiment un bon point de départ. Le persona nul, c'est un bon point de départ parce que ça permet de sortir les moteurs psychologiques. Donc on commence, on met Jacqueline, on passe tous ces trucs-là avec les petites fiches, et à partir de là, on place une fois qu'on a compris des moteurs psychologiques, et ben en fait, on va pouvoir avoir des archétypes. Et pour pouvoir avoir ça, en fait, il faut placer son persona dans une notion d'arc narratif avec c'est le héros, nous on est le guide et là c'est la quête. Et c'est là où tu creuses ta user research. Et une fois que tu as vraiment identifié tes moteurs psychologiques, du coup tu as plusieurs archétypes. Et c'est là que tu vas dire avec mon ADN exhaustif, je vais sortir ça, je vais me faire un ADN utile et je vais pouvoir toucher tous ces archétypes-là. Ou alors je vais dire finalement je vais toucher que cela. Et ça je laisse tomber. Tu vois, et c'est là que tu décides. Et là tu vas faire une fusion entre les deux et tu vas répondre aux questions du MVB. Donc les valeurs, les ennemis, les armes, la mission, la tonalité, l'apparence. Une fois que tu as ton MVB, tu peux articuler ton Golden Circle par rapport à l'histoire que tu as dans ton ADN exhaustif et par rapport à ce que tu sais qu'il faut raconter, parce que la mission, tu l'as déjà, par rapport à ce qui va toucher l'audience. Et une fois que tu as ça, tu as le dernier point qui est le positionnement. Et ça, on l'a pas encore évoqué, mais évidemment, c'est hyper important. Et ben en fait, c'est par rapport au marché, comment faire en sorte de se différencier radicalement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut se différencier radicalement. Dans la théorie, se différencier suffit normalement sur un marché. C'est quoi la différence entre différenciation et différenciation radicale? Eh ben, c'est avec un outil qui s'appelle le mapping concurrentiel, qui consiste à mettre abscisse ordonnée. Tu vas choisir deux attributs que tu as dans ton MVB. Et en fait, tu vas pas les choisir en fonction de ce qui te plaît le plus, mais en fonction de ce qui te permettrait de te différencier le plus par rapport au marché. Et puis, donc, tu vas les mettre là, et tu vas donc mettre en positif tes deux attributs, et tu vas mettre en négatif, tu vas mettre les attributs opposés. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, une valeur a du sens que si l'opposé existe. Harley-Davidson, c'est la liberté versus la sécurité. Et il y a d'autres marques qui jouent la sécurité routière. Je sais pas, Volvo, j'en sais rien. Donc, c'est parce qu'il existe des marques qui font la sécurité que tu peux jouer à la liberté. Et du coup, la différence entre se différencier radicalement et se différencier, c'est que du coup, quand tu places toutes les marques sur le graphique, en théorie, si t'es pas dans un cluster, si t'es loin d'un cluster, si t'es tout seul, ça devrait suffire. Puisque tu es différent. Moi, je pense qu'il vaut mieux se différencier radicalement, c'est-à-dire être le plus de l'attribut 1 et le plus de l'attribut 2. Parce que quand on est le plus, on est tout en haut à droite du graphique, et ben en fait, c'est comme si on créait une sous-catégorie marketing. C'est-à-dire qu'en fait, la catégorie marketing, c'est les cases existantes des associations neuronales qui existent déjà dans le cerveau des gens. Donc, je te dis marque d'eau minérale, la case est déjà faite. Donc, tu peux juste t'appuyer là-dessus et dire, moi, je suis la marque qui permet le plus de maigrir et j'ai créé une sous-catégorie. Et donc, je suis Contrax. Donc, du coup, en fait, on s'appuie sur une catégorie existante et on va venir placer notre attribut le plus pour être le numéro 1 de sa sous-catégorie. Okay. Et ce qui permet, du coup, que quand les gens ils vont chercher le bon guide idéal dans leur quête, ils vont s'adresser au numéro 1 de la sous-catégorie qui les intéresse. Et donc, le numéro 1, c'est le fait de jouer le côté radicalement différent. Et dans le côté radical, évidemment, il y a le fait que tu vas toucher plus facilement aux émotions et que tu vas être forcément un peu plus polarisant.
Ok. C'est-à-dire que tu auras des gens plus engagés, tu auras peut-être des gens qui vont être plus repoussés, mais sur un marché concurrentiel ou dans le futur concurrentiel, finalement, t'as tout intérêt à avoir des gens vraiment engagés, même si t'as pas touché tout le marché, quoi. Tu vois, c'est vraiment d'un point de vue logique, quoi, sur le long terme. Donc radicalement différent, c'est ça, c'est être le plus et aussi comprendre l'importance de la polarisation. Ok. Et donc ADN, ensuite Persona, MVB, positionnement Et Golden Circle. Et Golden Circle, ouais. Et ensuite on est bon. Et on est bon. Ouais. Et puis après, on décide pub ou c'est ça. Et après, t'as ton cahier des charges. Et en fait, si tu pars sur une stratégie de contenu, il faut juste extraire les sujets de fond qui vont te permettre de développer ta stratégie de contenu, qui sont donc les content pillars. Mm-hmm. Et le reste, tu l'as dans la forme. Ouais. Ok. Et là, on est bon. Et ça, c'est un travail qui prend combien de temps Ça prend quelques mois en général. Quelques mois. Ouais. Parce que pour valider les étapes. Voilà, il faut laisser du temps pour être sûr de penser à challenger, prendre des douches, faire des marches dans la campagne. Ouais, ça marche bien. Marcher dans la campagne. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Yann, parce que je suis très content. On a pu parler de catégorie design brièvement. On a pu parler de positionnement. Donc, ça nous donne des petits points d'ouverture là pour un prochain talk. Parce que faut absolument qu'on parle ensemble de positionnement et catégorie design plus en détail. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup pour ce talk. C'était super intéressant. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? À plein d'endroits, je crois. Ouais. Newsletter à la grosse semaine. Sinon sur YouTube, des analyses un peu poussées et très putaclic. Et sinon, moi je me suis lancé récemment sur les vidéos 9/16e. Donc du coup j'en mets partout. Vu que tout le monde a copié TikTok, donc tout le monde a le même algo. Donc j'ai mis sur tout ce qui accepte du 9/16e. Ok. Parfait. On se retrouve partout alors. C'est ça. Salut à tous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'imagine. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Et nous, on va déjeuner. Ciao.